d'arriver à fournir des versions neuves, mais qui sont encore compatibles avec les anciennes versions. Alors bien sûr, il y a eu un certain nombre de choses qui ont dû être mises à jour, notamment la façon dont il va rechercher les points classe. Par défaut, il va déjà, imaginons que je suis en train d'utiliser une version, même si on n'a pas encore pour l'instant, mais une version de Java 10, il va prendre d'abord cette version-là, après il va chercher s'il y a une version de la classe pour les versions antérieures, et par défaut, il ira chercher la classe à la racine du zip. Petite contrainte, il ne suffit pas de faire ça, il faut qu'en plus, l'option multi-release soit mise à true dans le fichier manifest.mf. Forcément, un certain nombre d'impacts sur des outils jar, forcément, Java C, Java, mais aussi sur certaines classes, notamment la classe jarfile qui permet de gérer tout ça. Petite contrainte aussi, Java 8 n'est pas multi-release, en tout cas pour l'instant, ne supporte pas les multi-release jarfile. Donc en clair, si vous voulez être encore compatible avec Java 8, il faut compiler ici en Java 8. Pour que ça marche. Par contre, si jamais en Java 8, ça marchera très très bien. Alors bien sûr, si votre classe ici est compilée en Java 8, il n'ira pas chercher les autres. Simplement. On a un nouvel outil, JShell, un outil de type Ripple, Read, Eval, Print, Loop. C'est un interpréteur interactif en ligne de commande, issu du projet Kula. L'idée, c'est de ne pas avoir à créer des méthodes main bidon ou des classes bidon pour arriver simplement à tester un petit peu de code Java. Maintenant, on a un outil, alors c'est pas tout à fait du code Java, c'est du code Java, et puis des fois, il y a certaines simplifications qui sont faites. On avait aussi d'autres possibilités pour faire ça dans les IDE, notamment sous Eclipse. On a le Scrapbook qui existe depuis Eclipse 1.1, qui permettait de faire déjà un petit peu la même chose, d'écrire du code Java un petit peu à la volée, sans définir de classe ni de méthode main. Alors c'est un outil en ligne de commande, avec tout ce que ça implique en termes de ligne de commande. On peut y faire un certain nombre de choses. On peut faire ça par exemple. Bon, ça c'est pas du code Java, enfin pas complètement en tout cas. D'accord. Et là il vient simplement de me la... C'est un peu juste... Est-ce que je peux passer un peu? Ça va mieux? Ouais. On peut directement mettre une expression. Et bien sûr, une fois que c'est ça, vous remarquez au passage que j'ai pas mis de point virgule non plus. En tout cas, parfois des petits raccourcis syntaxiques. Alors après, ça reste du code Java. Il y a plein de choses. Il y a des commandes aussi. Par défaut, on a tous ces imports-là qui sont arrivés. Si on en veut d'autres, il faut les rajouter. On peut définir des classes, on peut faire tout un tas de choses. Alors bien sûr, je peux aussi définir moi explicitement ma variable et lui donner un nom. Je ne suis pas obligé de passer par des variables auxquelles il va affecter un nom par défaut, $ avec un chiffre. Et bien sûr, là, je peux de nouveau faire référence... Oups. Ah, oui, il faut le typer quand même. Hop. D'accord. Bon, ça permet assez facilement de pouvoir tester du code Java sans avoir à... Alors, on peut sauvegarder, on peut enregistrer, il y a tout un tas de commandes qu'on peut exécuter, qui commencent par slash, il y a une liste complète avec /help. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on peut obtenir la liste de tout ce qu'on a déjà tapé, on peut l'enregistrer pour pouvoir le récupérer, on peut gérer les imports, on peut définir un certain nombre de choses. C'est pas un outil révolutionnaire, mais voilà, ça permet de faire du code, de tester du code en live sans avoir à définir une méthode main et à l'exécuter. Tu peux faire du script. C'est pas le cas d'usage. Il n'y a pas d'interpréteur pour l'instant. Il n'y a pas un JSS, enfin c'est juste JShell, mais je crois qu'il n'y a pas en tout cas l'API pour l'instant elle n'est pas exposée. Pour pouvoir l'intégrer, pour remplacer, faire un peu du pinshell, c'est pas le but non plus. En tout cas pas forcément le but. Après l'idée de ce truc là c'est de dire, l'idée sous-jacente c'était de dire on va redonner envie aux étudiants, ou en tout cas aux universités d'apprendre le Java. Pas sûr, mais bon pourquoi pas. Non, mais parfois ça peut être intéressant quand même, vous voulez tester un petit bout de code. Moi je dis, tu files un VI à tout le monde et tout le monde a envie de faire du Java. Et non, mais là tu fais fuir des ingénieurs informaticiens. Déjà que l'informatique fait plus rêver, mais alors là c'est foutu avec VI. Il y a des outils aussi qui sont retirés, alors il y en a déjà au moins deux. Alors un que vous avez probablement jamais utilisé, qui s'appelait JHAT,
qui est un outil expérimental fourni en Java 6 pour visualiser le heap, ou en tout cas obtenir les informations du heap. Il est retiré parce qu'il y a d'autres outils qui font ça drôlement mieux. Et puis JavaDB est supprimé aussi. C'était une petite base d'Herbie qui était dans le sous-répertoire Deb. Dans les JDK 7 et 8, c'était bien parce qu'on avait déjà au moins une petite base embarquée, on pouvait déjà faire un petit peu quelque chose. Et bien, vous l'avez plus maintenant. Alors bien sûr, vous pouvez toujours télécharger Herbie et puis l'utiliser, il n'y a pas de problème, mais il ne sera plus fourni avec le JDK. Des améliorations dans les JVM, alors il y en a plein. J'ai essayé de garder que les principales. La première, alors on a encore une fois un nouveau format des versions de Java. Pourquoi? Parce que le numéro de version de Java n'a jamais été simple à comprendre. Hormis avec les deux premières versions. En 1.0 à 1.1, c'était facile. Et puis après, il a commencé à arriver la version 1.2 à 1.5, et là on les a rebaptisés Java 2. Java 2 SE, Java 2 EE. On trouve encore beaucoup d'ailleurs. À partir de la version 5, Java a été renuméroté 5. D'accord? Même si, encore une fois, dans la JVM, on avait toujours 1.5, 1.6. D'accord? Et puis le comble du comble, quand Oracle a racheté, il a introduit un format à lui. Quelqu'un a compris un jour ce format? Avec simpliste. D'accord? Et bien pour le comprendre, en fait, il y a deux types de versions. Il y a des versions non relatives à la sécurité, des limited update release, qui sont des multiples de 20. Et il y a des versions relatives à la sécurité, très chères à Oracle, des critical patch update, les CPU, qui là sont des valeurs multiples de 5, éventuellement en ajoutant 1 pour que ça soit systématiquement un nombre impair. Il y en a qui font des études pour arriver à ça. D'accord? Et forcément le tout se basant sur la version LRU sur laquelle il se base. Donc typiquement si on a une LUR, un set update 40, les CPU suivantes ça pourrait être set update 45, update 51, update 55. Et là on a perdu tout le monde. Est-ce que c'est un emploi fictif qui a créé cette numérotation? Bah écoute, je pense pas, je pense que c'est quelqu'un de brillant, parce qu'il faut quand même imaginer ça. On fait avec, depuis Java 7 quand même. C'est moche. Et puis du coup, alors ça c'était que la partie émergée de l'iceberg, parce que finalement on a toujours, quand bien même, différentes représentations de la version du JDK. On a des JDK 7 Update 60 ou 1.7.0 underscore 60 ou JDK 7 U60. C'est la même version. D'accord. Alors il y a un nouveau format qui s'inspire, c'est pas du SemVer malheureusement, ils sont inspirés de SemVer, composé de 4 parties. Alors les deux premières, c'est du SemVer, on a une version majeure, une version mineure. Version majeure, c'est forcément l'objet d'une spécification, donc il faut qu'une JSR, en clair c'est chaque version Java 9 fait l'objet d'une version majeure. Les mineurs correspondront à des corrections de bugs, mais aussi à des mises à jour d'API. On aura forcément, et c'est là où ça diverge un petit peu avec SemVer, on a toujours cette notion de security qui va nous permettre d'indiquer en fait que c'est des correctifs critiques de sécurité qui sont livrés. Et puis on a patch qui reste à la discrétion de la JVM. Donc là c'est chaque fournisseur qui fera un petit peu ce qu'il veut. Et puis on a une API dans Runtime qui nous permet un petit peu d'obtenir ces informations-là et puis de jouer un petit peu avec. Notamment de comparer des numéros de version, d'obtenir la valeur mineure, majeure, des choses comme ça. La JEP 223, on a J1 depuis un moment, le dernier ramasse-miettes de la hotspot, dont le but est quand même de réduire les temps de pause, c'est toujours quelque chose que les ramasse-miettes essayent de faire, et notamment pour des heaps de très grande taille. Alors quand on dit très grande taille, c'est au-delà de 4 Go. Même 16, c'est pas forcément une grande taille pour J1. Mais en tout cas, il marche aussi pour des heaps de 4 Go. L'idée c'est quoi? C'est qu'il va découper la génération de 4 Go en régions de taille fixe. Il va garbager que dans ces régions-là. Et bien avec Java 9, en fait, J1 devient le garbage collector par défaut. Quand on lance une JVM et qu'on précise rien, ça sera le garbage par défaut pour les JVM 32 et 64 bits en mode serveur. Quelque chose aussi d'intéressant, les compact strings issus de la JEP 254, l'idée c'est de réduire l'empreinte mémoire nécessaire au stockage des chaînes de caractères. Pourquoi? Parce que généralement plus de la moitié de la taille du heap c'est des chaînes de caractères. Donc l'idée ça va être de réduire un petit peu ça. Alors jusqu'à Java 8, le stockage en interne d'une chaîne, c'est un tableau de char. Donc forcément codés chacun sur 16 bits et ils sont encodés en UTF-8. Ce qui fait que pour des gens comme nous, sauf quand on utilise le caractère euro,
Généralement, on prend 2 fois trop de place. Quand on reste dans les premiers caractères ASCII, on double quasiment la taille de l'espace nécessaire à stocker nos caractères. Alors il y avait une première tentative en Java 6 de faire un petit peu ce genre de choses avec use.string qui a été retiré en Java 7 parce que ça introduisait énormément de bugs. Ils n'avaient pas été au bout de l'implème et il y avait plein de bugs. En tout cas, dans certains cas, ça donnait des bugs assez bizarres. Et en plus, sur les chaînes de caractères, voilà, si Java sait plus gérer une chaîne de caractères, je pense qu'il faut faire du JavaScript après. Pardon. Il n'y en a pas ici? Non, ça va être du Java ici. En Java 9, ils ont complètement changé l'implémentation interne. D'accord? Donc maintenant, c'est un tableau d'octet. Donc c'est plus un tableau de char, c'est un tableau d'octet. Et on a un octet supplémentaire qui nous permet de préciser quel est le format qui est utilisé, UTF-16 ou Latin 1, qui sont à l'heure d'aujourd'hui les 2 seuls formats d'encodage qui sont gérés en interne dans la JVM. Important, aucun impact sur l'API, sur l'interface de la classe string. Elle ne change pas. D'accord? Et si jamais vous avez des soucis, parce que c'est quand même leur grande crainte, je pense qu'ils ont été échaudés, enfin Oracle a été échaudé le jour où il a simplement changé le nom de la JVM. C'est plus Sun quelque chose, c'était Oracle quelque chose. Il y a Eclipse qui tournait plus, enfin la moitié des grands projets open source qu'on utilisait ne fonctionnaient plus. Donc du coup, et puis mine de rien, c'est quand même des choses qui seront transparentes pour nous développeurs. Mais voilà, il y a quand même des risques. Si une JVM ne sait plus gérer correctement des chaînes de caractères, voilà. Plus après tous les trucs tordus qu'on peut inventer nous, parce qu'on n'est pas... On sait inventer plein de choses parfois intelligentes, pas forcément intelligentes. Et du coup, on peut quand même désactiver. On a une option qui permet de désactiver et de repasser sur le modèle forcément historique. Et puis, quitte à faire ça, ils en ont profité pour faire autre chose. Dans la JEP 280, ils ont remplacé tout le bytecode qui est généré par le compilateur pour concaténer des chaînes avec String Builder. Alors d'aujourd'hui, c'est un invoke virtuel, donc quelque chose de statique. Et bien, ils ont remplacé ça par invoke dynamique. L'intérêt, c'est quoi? C'est que demain, le code de la méthode invoke dynamique qui est invoqué, ils pourront le changer sans changer le code généré par le compilateur. Donc du coup, ça sera toujours le même code. Et bien sûr, ça sera la méthode invoquée par invoke dynamique qui, elles, ils pourront jouer et faire des choses avec, donc faire certaines optimisations. Donc c'est quand même 2 grands changements. La façon dont on stocke et la façon dont on concatène les chaînes en interne dans une JVM qui changent. Le support de standard, alors je ne les ai pas tous mis, parce que normalement demain, enfin jeudi, j'aurai que 40 minutes. Bon, il y a un support d'Unicode, c'était du 6.2 en Java 8, maintenant en Java 9, il supporte 6.3, 7 et 8. Ce qui fait que maintenant il y a encore plein, je sais plus, 35 000 nouveaux caractères qu'on sait gérer dans une JVM. Caractères qu'on n'utilisera probablement jamais, en tout cas pour le commun des mortels, mais en tout cas, bon voilà. Et puis, quelque chose de sympa, il y a 2 JEP, la 224 et la 225. On a maintenant la Javadoc qui est en HTML5. Il n'y a pas de tiret. Il n'y a pas de tiret pour la nouvelle option. Il n'y a pas de tiret pour la nouvelle option. Il y a un seul tiret. Ah, oui. Non, ça c'est parce qu'il a dû me concaténer les 2. Je pense. Je vérifierai. En tout cas, si vous voulez, vous l'obtenez en HTML5, mais par défaut, il faut préciser que vous la voulez en HTML5. Et puis forcément, on a une vue par module et par package. Et puis, le summum quand même, c'est que maintenant, on peut faire des recherches dans la Javadoc. Alors attention, c'est pas une recherche full text, il n'y a pas un Elasticsearch derrière, il n'y a pas... c'est juste un gros fichier statique JavaScript qui, en fonction du mot-clé, fait des recherches dedans et vous redirige vers certaines pages. Mais en tout cas, maintenant, c'est fini de défiler les 4600 classes. On peut aller directement en tapant dessus. Donc ça, ça peut paraître tout bête, mais ça change quand même un petit peu la vie. Alors vous allez me dire que bon, il y a les IDE qui font un certain nombre de choses. Mais typiquement, voilà, on a une petite barre en haut maintenant. Et si je tape optional, par exemple, je peux aller directement aller sur un optional long. Et quand même, la classe au 21e siècle, non? Ça va nous faire perdre du temps pour les vieux développeurs comme nous qui savons exactement... Oui, bah alors pour ceux qui sont sur VI, oui, non, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est ça. Non, enfin, bon, il a fallu attendre 20 ans pour avoir ça quand même. Bon, moi je dis ça, je dis rien, mais quand même. Ah merde, c'est filmé. Non, mais bon, c'est quand même des choses qu'on aurait pu avoir un petit peu avant quand même. Bon, pour ceux qui font un peu de sécurité, le Keystore abandonne JKS. Et maintenant c'est du PKCS12 qui est quand même le standard pour encrypter des choses. Notamment ça améliore grandement la sécurité
parce qu'il utilise des algorithmes beaucoup plus forts. Donc si vous gérez des clés et des certificats dans un key store, à partir de maintenant, ça sera du PKCS12 directement en interne. Quelque chose aussi, dans JCE, il y a des implémentations de certains algorithmes de SHA-3, notamment le 224, le 256, le 384 et le 512 qui sont fournis en standard. On l'utilise assez classiquement. On récupère, on demande une instance en précisant le type d'algorithme qu'on veut avoir. Ici, bon, c'est du 256. Et puis, on prend une chaîne, on la convertit en bytes. Et puis, on obtient directement la valeur encodée, ou en tout cas, non, pardon, avec la clé de hachage qui a été calculée à partir des données, en fonction de l'algorithme. Quelque chose aussi, alors malheureusement, ils n'ont pas été au bout, hein, c'est que le début. Jusqu'à maintenant, tous les fichiers properties doivent être encodés en ISO 8859-1. Donc ça veut dire que tous les caractères qui ne sont pas en ISO 8859-1, il faut les échapper avec des anti/u et puis le code Unicode du caractère. Alors il y avait un outil historique, hein, natif to ASCII, qui vous permettait de faire des conversions. En Java 9, on a une classe pour l'instant, la Property Resource Bundle, qui vous permet de charger directement des properties encodées en UTF-8. Alors ce qu'il va faire, il va essayer de lire en UTF-8 et s'il trouve une séquence d'octets invalide, il va refaire la lecture en ISO 8859-1. Et puis on a une option de la JVM qui nous permet de forcer à garder le mode historique, donc de faire systématiquement les lectures en ISO 8859-1 avec la propriété java.util.propertiesResourceBundle.encoding. Fonctionnalités diverses. On a la notation deprecated qui existe déjà depuis longtemps, depuis Java 5. Le problème, c'est qu'elle ne nous dit rien, mis à part ça serait bien de plus l'utiliser. Donc là, il rajoute deux attributs. Le premier, c'est forRemoval, qui est un booléen, qui permet d'indiquer est-ce que cette API est prévue pour être retirée dans un futur plus ou moins proche. Et on a l'attribut since, qui permet de dire à partir de quelle API, quelle version de Java cette API est deprecated. Alors bien sûr, cette information-là, on pouvait l'avoir dans la Javadoc, mais il fallait aller dans la Javadoc. Là, on pourra obtenir directement l'information. Quelque chose de notable aussi, on a cette API-là a été revue dans tout JDK. Alors, ils en ont ajouté, ils en ont modifié et ils en ont même supprimé. Incroyable. Ils ont enlevé sur deux méthodes de la classe Java AWT Component sur les méthodes show et hide, ils ont enlevé le deprecated. Donc qui fait encore la AWT. Et puis ici, un truc intéressant, on a un nouvel outil qui s'appelle JTPR Scan, qui vous permet de scanner en fait vos classes pour rechercher les API deprecated utilisées. Le compilateur ne fait pas ça? Si, mais tu es obligé de compiler. D'accord. Là, t'as pas besoin. On a aussi une notion dans la JET 11 de module incubator. L'idée c'est quoi? C'est d'arriver à fournir des modules non standards, généralement pour des développements en cours. Ça va être intéressant maintenant avec les modules. Enfin, le module va avoir plusieurs intérêts. C'est qu'on va pouvoir fournir on va dire des modules expérimentaux, incubators, dans la terminologie Java. On va pouvoir aussi faire évoluer certains modules indépendamment des autres. Si on veut corriger, on n'est plus obligé de tout relivrer, on pourra peut-être relivrer que le module concerné. Donc ça, c'est quand même des choses qui vont être un peu intéressantes. Alors il y a quand même certaines restrictions. Quand on utilise ces modules-là, le nom des modules doit être fixé par jdk.incubator. Et les packages exportés sont aussi préfixés par jdk.incubator. Et il y a quand même un gros impact avec ça, c'est qu'une fois qu'ils passeront en stable, en release, forcément le nom des packages et du module va changer. Typiquement, pour ceux qui essayent à l'heure d'aujourd'hui de faire de l'HTTP2, le nom du package il a changé. Donc tous les exemples de code que vous trouvez sur le web, ils ne marchent plus. Parce que depuis quelques temps, malheureusement, on le verra tout de suite après, le module HTTP2 il n'est pas livré. Il est livré en tant qu'incubateur. Donc du coup, forcément, le nom du module a été préfixé par jdk.incubateur et le nom des packages a aussi été préfixé par jdk.incubateur. Alors forcément, ce n'est pas des modules qui sont récupérés directement. Donc quand vous en avez besoin, il faut rajouter l'option "-a-modules", le nom du module que vous voulez rajouter. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, dans Java 9, il n'y a qu'un seul module qui est concerné, c'est effectivement le module qui concerne HTTP2 et les WebSockets, qui est dans le module jdk.incubateur.http-client. Les fonctionnalités deprecated ou retirées,
L'API applet est deprecated. D'accord. Oh, ça c'est triste. Ouais. Je suis d'accord. Alors je pense que pour tous ceux qui font du Java que depuis quelques années... Alors moi je suis pas triste, mais je suis nostalgique. Oui. Nostalgique parce que moi j'ai commencé avec ça. D'accord. Et à l'époque, faire une petite balle qui rebondit dans une applet, oui ça fait sourire, mais à l'époque il n'y avait pas d'HTML5, il n'y avait pas de flex, il n'y avait même pas de GIF animé. D'accord. Donc quand on voulait faire un peu d'interactivité dans une page web, c'était quand même pas mal. Donc voilà, bon maintenant c'est deprecated, alors bon je le regrette pas, hein, mais ouais, une petite pointe de nostalgie quand même. Bon essentiellement pourquoi? Parce que les plugins retirent le support de l'NSAPI, ou vont le retirer, c'est planifié. Si vous voulez garder une solution Java, il faut faire du Java Web Start. D'accord. Je ne sais pas si ça enchante plus que de faire des applets, mais en tout cas c'est la solution. La solution de remplacement en restant dans du pur Java, c'est Java Web Start. Et puis, chose rigolote quand même, il n'est pas prévu, en tout cas, toutes les API applet ne seront pas for removal. Donc pour l'instant, elles sont deprecated, mais il n'est pas question de les enlever. En tout cas, pas dans la prochaine version de Java. Et bien sûr, si jamais vous voulez continuer à faire tourner des applets, il faudra toujours, encore une fois, utiliser des anciennes versions du JDK. Ah bah oui, tu peux encore. Tu garderas un JDK 8, un plugin JDK 8. Alors bien sûr, il faudra aussi une ancienne version du navigateur. Oui, ça va de pair. Le problème, c'est pas le JDK, c'est le navigateur. Oui, c'est le navigateur. Ouais, je suis d'accord. Il faudra désactiver la mise à jour automatique et puis... Si tu as un setup d'un Netscape 5.1 par exemple... un mosaïque quelque un chose 471. Attention, ils vont nous parler de Lynx bientôt. Avec le JDK, on avait aussi un certain nombre de démos et d'exemples. Elles sont enlevées tout simplement parce qu'elles étaient obsolètes et plus maintenues. Donc elles sont carrément retirées. Et puis, alors pour ceux qui faisaient un petit peu de profiling un peu avancé, on avait un agent sur la JVM TI HProf, qui permettait d'obtenir un certain nombre d'informations, mais comme maintenant il y a plein d'outils qui permettent d'obtenir les mêmes informations de manière un peu différente, notamment si vous voulez un heap dump, on peut le faire avec Gmap ou avec VisualVM, avec un plugin. Si vous voulez regarder l'activité d'allocation de la mémoire, on a aussi VisualVM, et si vous voulez profiler la CPU, on a VisualVM et Java Flight Recorder qui a été rajouté dans Java 8 qui vous permet de faire ça. Donc cet agent-là n'a plus d'utilité. Donc encore une fois, je pense que pour simplifier toute la partie compilateur, ils l'ont retiré. Ah, la moins bonne partie, je pense, de cette présentation. Finalement, il y avait, quand on regarde un petit peu historiquement, au début, il y avait une liste, une to-do list dans Java 9 avec un certain nombre de choses intéressantes. Et malheureusement, ces choses intéressantes ont été postponées. Notamment l'ajout d'un framework pour faire du benchmark basé sur JMH. Alors bien sûr, vous pouvez toujours utiliser JMH, mais il faut le récupérer à part, il n'est pas fourni que le JDK. On était censé avoir aussi une API pour faire du JSON, et bien on n'en a pas. Donc il faudra attendre au moins Java 10 pour avoir quelque chose de standard, encore une fois, pour faire du JSON. Ça en dit long sur la qualité du JSON. Hein? Ouais, enfin ça, ouais. Alors qu'XML, c'est toujours supporté. Ouais, il y a quelle version d'XSLT qui est supportée? Pardon, c'est un coup bas ça. Oui, c'est un coup bas. Ouais, je sais. Bah ouais, mais bon, voilà. Entre supporter que la version 1 ou pas supporter du tout, je sais pas. Je sais pas. Faut voir. Bon, ok, ça c'était un compte sous la ceinture. On était censé aussi avoir un client HTTP2 et WebSocket côté client. Malheureusement, il n'est pas assez avancé et pas assez mature, donc il est passé en incubateur. Donc vous pourrez l'utiliser à vos risques et périls, avec tout ce qu'on a vu sur les modules incubator. Et puis on avait la JSR 354, Money Concurrency API, qui est aussi postponée à une version ultérieure de Java. Et c'est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait même pas si ça sera dans Java 10 ou pas. Elle est vieille celle-là, non? On en parlait pas déjà pour Java 6, la Money Concurrency API? Peut-être. Oh, pas Java 6, je crois pas. Non, pas Java 6. Le numéro est quand même récent. Peut-être qu'ils en parlaient, mais ils n'avaient pas de JSR, parce que là, 354, c'est quand même assez récent. Hein. C'est quand même assez récent. Après, c'est comme tout JSR, le problème, c'est qu'il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. C'est toujours le grand problème des spécifications. Conclusion, il y a plein d'autres choses dans Java 9, alors plus ou moins intéressant en fonction de ce qu'on fait, notamment pour des gens qui font de l'XML, je pense que ça peut enfin être sympa. Le support d'XML catalogue. Il y a très longtemps qu'on a arrêté d'attendre. Bah, il faut plus attendre, c'est là maintenant, ça y est, tu l'as. Bon, ok, il faut passer à Java 9. C'est le prérequis. Non, il y a plein de choses, sympas. Ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est pareil. Quand on s'intéresse un peu à la JVM. Alors, d'aujourd'hui, quand la JVM elle compile du code,
tout est mis dans une même zone de cache, et quand cette zone de cache est pleine, eh ben, il ne compile plus. Donc il continue à exécuter, mais en mode interprété. Là, l'idée, c'est qu'ils ont splitté cette partie-là en 3 morceaux, et ces 3 morceaux-là vont pouvoir évoluer, parce qu'encore une fois, en fonction de ce qu'on compile, en niveau 1, au niveau 2, enfin, il y a différentes compilations qui se font par le JIT, et ça va permettre d'optimiser certaines choses. Ça vous causera peut-être pas forcément, mais il y a un nouveau moteur de rendu graphique. Et là, franchement, si vous voulez voir le résultat de ça, vous lancez NetBeans avec un Java 8 et vous lancez la même version avec un Java 9. Alors, je ne dis pas que c'est le jour et la nuit, mais le rendu graphique est quand même bien meilleur en Java 9. Donc, c'est grâce à ça. Quelque chose qu'ils ont unifié aussi, j'ai 40 minutes. Un truc intéressant, si vous avez essayé d'obtenir des informations sur l'activité du ramasse-miettes, là c'est pareil, en termes d'options, c'est infernal. Et bien, ils ont unifié tout ça. Ça peut être sympa. On a des choses pour remplacer les unsafe, quelques enrichissements au niveau du computable features. Donc il y a vraiment un certain nombre d'options qui sont de choses qui peuvent être intéressantes. Un truc auquel j'ai pas trop regardé, mais on peut faire du DTLS, donc des échanges sécurisés sur des datagrammes. Un jour, il faudra que je regarde quand même ça. A priori, il y a une norme pour ça. Maintenant, Java 9 le supporte. En tout cas, Java 9, c'est cet été, le 27 juillet. Vous pouvez déjà télécharger les versions Early Access. Il suffit juste d'accepter la licence, vous pouvez le télécharger, l'installer. Essayez ces fonctionnalités, toutes les fonctionnalités dont je viens de vous parler, éventuellement les modules aussi, avec un support alors encore expérimental des principaux IDE. Ils sont tous en phase prépubère encore par rapport au support de Java 9, mais on peut arriver quand même à faire des choses. Et puis quelque chose qui est sympa, alors bien sûr Oracle fournit la Javadoc, mais il fournit aussi une doc très copieuse, j'en ai encore pas fait le tour, sur un certain nombre de choses, sur les outils, sur les impacts, sur la façon de gérer les modules. Ils ont vraiment été assez productifs et verbeux. Vous pouvez consulter cette doc-là à cette URL-là. Franchement, si vous voulez faire du Java 9, il faut s'y intéresser. And that's all.